Merci à vous de nous avoir invités, enfin Livia, de nous avoir invités pour ouvrir cette exposition consacrée à la chimie. En effet, comme on vous a dit, 2019 a été décrétée année de la classification périodique des éléments par l'UNESCO. Alors vous avez là le sigle officiel là-bas en haut, et puis vous voyez A Common Language for Science. Donc on a décidé de se consacrer un petit peu à l'élément chimique, d'où le chimiste dans son élément. Cette classification, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vue, puisqu'on la trouve sous forme de tableau dans toutes les salles de cours, maintenant dans tous les livres de chimie. Mais nous, on en a un bel exemplaire sous forme d'un meuble dans l'exposition. Donc vous pourrez aller voir la classification périodique sous forme d'un grand meuble avec des échantillons de corps contenant les éléments chimiques. Bon, on ne va pas vous faire un cours, ce n'est pas notre propos, on a juste cherché quelques repères chronologiques, prétexte à quelques expériences. Alors actuellement, il n'y a pas de problème, tout le monde sait, un élément c'est associé à un atome c'est un nombre de protons, un nombre d'électrons, et on sait que la classification périodique est basée sur la structure atomique. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a mis longtemps avant qu'on arrive d'abord à la notion d'élément et puis ensuite à connaître les éléments. Alors tout d'abord, la notion d'élément. La notion d'élément, ça remonte un peu loin, mais ce n'était pas du tout la même notion d'élément que celle qu'on a actuellement. Et vous savez que les Grecs ont commencé à parler d'éléments, mais c'était les 4 éléments qu'on a représentés là au XVIIe siècle, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ça datait de M. Empédocle d'Agrigente, là, en moins 500 en gros avant Jésus-Christ. Et puis ça a été véhiculé pendant des siècles et des siècles par toute la théorie d'Aristote. Bon, ça à peu près jusqu'au XVIIe siècle. C'est le plan philosophique, ça. Mais entre-temps, il y a des gens qui travaillaient. Il y a des tas de gens qui, pour des tas de raisons, parce qu'ils étaient forgerons, parce qu'ils étaient orfèvres, parce qu'ils étaient alchimistes aussi, manipulaient les matériaux qu'on trouve dans la nature et en extrayaient des éléments. Ils n'appelaient peut-être pas ça des éléments, mais entre autres des métaux. Ce qui n'est pas du tout évident, parce que ce n'est pas du tout évident de savoir, par exemple, que ici, vous avez du cuivre dit natif, c'est-à-dire tel qu'on le peut trouver à l'état naturel. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qu'on trouve à l'état naturel. Il y a le cuivre, il y a l'or, il y a le soufre, la sortie des volcans, il y a le mercure qui des fois perle dans des grottes, et puis c'est à peu près tout. Donc ça, c'est du cuivre, élément naturel. Mais dans ces minéraux-là, celui qui est bleu, celui qui est vert, celui qui est un petit peu jaune, là, il y a aussi du cuivre. Mais ce n'est pas du tout évident. Ces minéraux sortent de la collection de minéralogie de l'université. Mais pendant des siècles, les gens ont travaillé, et ils ont extrait des métaux, des différents minéraux, en faisant un petit peu comme cette alchimie sur ce tableau, puis en faisant ce que va vous faire le chimiste présent ici, à savoir en broyant avec des mortiers. On continue à broyer, plus avec des mortiers, mais... Là, c'est du sel de cuisine. Il ne fallait pas le dire, Françoise. Si, il faut. Bon. Ils ont aussi précipité. Je ne sais pas si on va bien le voir, du coup. Vous voyez qu'il se forme un solide. On ne voit pas très bien. Oui. On le voit mieux avec la lumière, je pense. On va faire passer... C'est troublé. Mais on voit bien la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur orangée, qui est devenue plus marron. Ils ont filtré avec des dispositifs de ce type-là. On filtre toujours, mais sur des dispositifs un peu différents. Vous pourrez voir dans l'exposition, il y a différents filtres. Ils ont distillé avec des cornues. Dans l'exposition, vous avez des vieilles cornues en terre,
Après, il y a eu des cornues en verre, et puis maintenant, on a des dispositifs de distillation beaucoup plus récents. Celui-là nous a été prêté par un verrier de l'université. Le monsieur était là tout à l'heure, mais il est parti. Il a fabriqué cet appareil distillé pour un client, et c'est pour distiller des huiles essentielles. Donc, c'est du dispositif de distillation. Donc, vous voyez, dans le ballon chauffant, il y a des fleurs de lavande fournies par la bibliothèque. On fait bouillir, le liquide monte dans le tube à travers le réfrigérant qui est à droite et se condense en bas. Et Vincent va vous faire passer le liquide et vous allez voir comme ça sent bon la lavande. C'est peut-être un peu chaud, ça. Ne le buvez pas. Non. Alors, au XVIIe siècle, les théories ont changé. On a rejeté le phlogistique, qui était une espèce de produit qui permettait d'expliquer plus ou moins les réactions chimiques, et Lavoisier a introduit une notion d'élément chimique beaucoup plus proche de celle qu'on a actuellement, même si les gens spécialistes d'histoire des sciences vous diront que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a actuellement, mais ça ressemble quand même beaucoup plus à la notion d'élément chimique qu'on a actuellement. Alors Lavoisier, je vous l'ai montré là, pas dans le portrait qu'on voit habituellement, dans un autre portrait où on le voit en train de discuter chimie avec sa femme. Comme on vous a dit, on a le traité de chimie de Lavoisier dans l'exposition, et je vous fais remarquer, ce que les gens ne savent pas toujours, que toutes les gravures de ce traité de chimie ont été gravées par Madame Pose Lavoisier, qui savait aussi un petit peu de chimie et qui savait ce qu'elle faisait quand elle gravait les appareils de son mari. Donc c'est écrit au bas des... On ne voit pas bien, là, mais à l'endroit où ça a tiré, vous pouvez aller voir au bas des gravures, c'est marqué gravé Anne-Marie Pauls. Donc Lavoisier, lui, considérait avoir 33 éléments. En fait, on sait actuellement qu'il y en avait 24 qui étaient des vrais éléments et le reste, c'était encore des structures mélangées. Après, brusquement, tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer grâce quand même à la physique. Parce que brusquement, on a M. Volta qui a inventé la pile. Et du coup, tous les gens vont se mettre à faire des électrolyses. Faire une électrolyse, c'est très facile. Vous branchez une pile, vous mettez les 2 électrodes dans le liquide et vous avez une électrolyse. Donc c'est ce qu'on va faire là, nous, avec du nitrate d'argent. Je vais juste refocaliser un petit peu. Et à partir de solutions fabriquées à partir d'un matériau soluble quelconque, on va extraire des métaux. On va ici croître le métal à l'électrode. Il est en train de croître, là on le voit déjà. Oui, on le voit. Et extraire des métaux par électrolyse, c'est finalement très facile, entre guillemets. Alors évidemment, après, encore faut-il analyser le métal et en tirer des conclusions du point de vue chimique, mais ça a permis comme ça à monsieur, non je suis allée trop loin, à monsieur Humphrey Davy, qui ensuite a eu le droit d'être sir, d'extraire en 2 ans 5 nouveaux éléments. Le sodium, le potassium, le barium, le strontium, le calcium. En 1808-1809, en 2 ans, il a réussi à extraire 5 nouveaux éléments qu'il a analysés en tant que chimiste grâce à l'électrolyse. Alors là, vous voyez, là, on est en train de sortir de l'argent de la solution. Et ça va croître. De l'argent métallique. De l'argent métallique. Donc, brusquement, à la mort de Davy, on s'est retrouvé non plus avec une quarantaine d'éléments, mais 60. C'est-à-dire, en 40 ans, on en a trouvé 20 nouveaux. Et puis, autre étape, toujours la physique, c'est la lumière. La lumière, et là, on ressort le tandem habituel sur le sujet, qui sont M. Bunsen et M. Kirchhoff, qui travaillaient ensemble et qui, eux, ont étudié les spectres. Et ils ont voulu étudier, entre autres, les spectres des flammes que l'on obtient quand on fait une flamme avec un élément chimique. Alors là, Vincent va aussi vous faire une petite manip.
où on va mettre sur le coton-tige un petit peu de sulfate de cuivre, et vous allez voir que le bord de la flamme du briquet, donc là il va circuler, est vert. Cette couleur verte est caractéristique de la flamme du cuivre. On n'a pas le droit de faire de grosses flammes, donc... Je vais monter voir les autres personnes. Et avec les solutions de différents éléments, comme ça, on a des flammes de couleurs différentes. Si on met du cobalt, on a du rose. Si on a donc le cuivre, on a du vert. Le sodium, c'est du orange. C'est le orange qu'on voyait à une certaine époque dans les tubes d'éclairage. C'est caractéristique d'un élément. Alors, Bunsen et Kirchhoff, Bunsen, au passage, c'est celui qui a inventé ce dispositif-là, le Beck-Bunsen, ont analysé comme ça des tas d'éléments dont ils ont déterminé les spectres. Et puis, dans leurs analyses, ils se sont aperçus qu'un élément correspondait à un spectre, dit spectre de raies, comme ça, avec des raies caractéristiques placées à certains endroits et caractéristiques d'un élément. Puis, en analysant un certain nombre de solutions, de flammes, ils se sont aperçus qu'il y avait des raies qui ne correspondaient pas aux éléments connus, donc qui correspondaient à d'autres éléments. Et effectivement, en analysant, ils ont identifié ces différents éléments. Ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, on s'est retrouvé avec 80 éléments. D'un de plus encore. Donc ça allait par étapes, 20 à chaque fois en plus. La dernière étape, dont on ne parlera pas ici, parce que c'est après la découverte de la classification périodique, ça a été la radioactivité qui a permis de trouver de nouveaux éléments. Et au passage, je vous fais remarquer que ce qu'a fait Marie Curie pour extraire le radium, c'est exactement les mêmes techniques que ce qu'a fait Vincent tout à l'heure. C'est-à-dire, elle a broyé, filtré, etc., des tonnes de matériaux. Mais c'est toujours les mêmes techniques qu'on utilise pour extraire un élément de minéral naturel. Alors, se trouvant à la tête de tous ces éléments, les gens ont essayé de les classer, ces éléments. Parce que bon, ils étaient arrivés à l'idée qu'il y avait effectivement des éléments, il faut essayer de les classer. Comment est-ce que vous allez les classer? La première idée, c'est de dire solide, liquide, gaz. Ça ne marche pas du tout. Parce que si vous réfléchissez à votre classification périodique, il y a deux liquides dans la classification périodique, le brome et le mercure. Il y a quelques gaz. Actuellement, je crois qu'on en a 11. Mais à l'époque du 19e siècle, on n'en avait que 5. Et tout le reste, ce sont des solides. Donc, ce n'est pas une classification très valable, ça. Vous pourriez penser un petit peu à la couleur. Alors, la couleur, c'est bien joli, mais ça dépend beaucoup du contexte dans lequel se trouve l'élément. C'est ce qu'on a déjà vu sur le cuivre, là. Ça peut être vert, ça peut être bleu, etc. Et puis là, on va vous montrer avec de l'iode, que l'iode, c'est un élément solide, qui se présente comme un solide grisâtre, presque un aspect métallique, alors que ce n'est pas un métal. Et quand on le chauffe un petit peu, c'est un élément qui a la propriété de se sublimer, c'est-à-dire qui passe directement du solide au gaz. Et vous allez voir la couleur du gaz en question, dès que ça va chauffer un petit peu. C'est la pause du chimiste. Alors, cette iode, on peut aussi penser à le mettre dans de l'eau, ou dans de l'alcool d'ailleurs. Et si vous le mettez dans de l'eau, vous avez ce qui s'appelle de l'eau iodée. Si vous le mettez dans l'alcool, c'est l'alcool iodé, ça sert en pharmacie. Et vous voyez que là, c'est jaune-marron. Alors que là, vous devez commencer à voir apparaître la couleur des vapeurs. On commence à les voir. Donc vous voyez cet élément solide, il est grisâtre, vapeur, il est rose, en solution c'est marron, donc la couleur c'est encore une fois pas un bon critère. Alors là les vapeurs vont continuer ça va continuer à se sublimer et puis les vapeurs vont se redéposer sur le couvercle. Là, les vapeurs d'iode sont des vapeurs très lourdes
de densité à plus que 2. Donc quand on verse un peu, ça coule un peu comme ça, parce que ce sont des vapeurs très très lourdes. Alors, autre critère, donc l'état physique, c'est pas bon, la couleur, c'est pas bon. Alors après, on peut penser à d'autres critères plus numériques, à savoir les masses. Mais pas n'importe quoi, les masses. Il faut comparer des masses volumiques, c'est-à-dire des choses comparables. Comparer des masses volumiques, Vincent va vous montrer ce que ça donne. On a là 2 volumes de métaux, même forme, même couleur, et vous voyez que ce n'est pas du tout la même masse, même si la balance est un petit peu vieille et pas tout à fait équilibrée. Et puis on va vous faire passer ça. Mais malgré tout, attention, la masse volumique, c'est quand même un critère assez efficace. Le problème, c'est de déterminer les masses volumiques. Quand vous avez des gros cylindres comme ça, ce n'est pas trop compliqué. Mais quand vous avez des éléments en quantité microscopique, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui fait que les gens ont inventé des tas de dispositifs pour mesurer les masses volumiques. Alors, par exemple, vous avez cet objet-là qui s'appelle un aréomètre de Nicholson et qui permet de mesurer la densité d'un solide en le plongeant dans l'eau. Alors, on avait fait ça à une époque en atelier. C'est disponible sur le site de la bibliothèque. Un atelier sur les densités. Vous verrez qu'on avait, avec Jean-François Jalles, utilisé cet appareil pour mesurer des densités. Actuellement, plus récemment, vous avez ce qui s'appelle un pycnomètre. Et ça, il y a beaucoup d'étudiants qui ont utilisé le pycnomètre en TP pour mesurer des densités, pour des petites quantités de solides. Moyennant quoi, ayant les densités, on peut penser à classer les éléments suivant les densités. Alors, la première personne qui a pensé à classer les éléments suivant les densités, c'est un géologue. Alors, j'ai oublié de vous montrer quand même, avant, à propos des changements d'état, j'ai quand même oublié cette diapositive-là. Il faut quand même que je vous la montre, celle-ci. Ça, c'est l'état du meuble quand Livia est rentrée de vacances et qu'elle a constaté que le gallium avait fondu. Le gallium, c'est un élément qui fond à 30 degrés. Donc cet été, il a fait chaud dans la BU et le gallium a fondu. Ce qui nous a permis d'ailleurs de nous apercevoir que quand on avait placé les éléments, on l'avait mis dans la case de l'indium. Bon, depuis, on a tout nettoyé, on a tout remis et le gallium est à sa place. Alors, je reviens à ma classification. Donc, la personne qui a pensé à classer les éléments par leur masse atomique à l'époque, ça a été un géologue qui s'appelait André-Émile Béguyer de Champ-Courtois. Et ce monsieur avait déjà pensé à classer tous les éléments suivant leur masse atomique, sauf que c'était un géologue qu'il a publié ça dans une revue de géologie et que personne ne s'en est aperçu. Et il a fallu attendre celui qui a fait la classification dont on parle actuellement, à savoir Dimitri Mendeleïev, qui lui a repris les éléments qu'il connaissait à son époque, donc en 1869. Oui, à l'époque, il avait 65 éléments à sa disposition. Il avait rassemblé toutes les caractéristiques de ces éléments, toutes les réactions chimiques que ces éléments faisaient avec les autres éléments. Il se faisait un jeu de cartes. Sur chaque carte, il mettait l'élément et toutes les propriétés de cet élément et il cherchait à les placer. Donc vous voyez, il a publié ça. À droite, c'est écrit en français, essai d'une classification d'après les poids atomiques. Il avait vu qu'il y avait des périodes, et ce qu'il a fait d'original, c'est qu'il a laissé des cases libres. Alors, il n'est pas le premier à avoir laissé des cases libres. Il y avait un chimiste, Lothar Meyer, qui avait déjà pensé qu'il y avait des cases libres. Mais lui, il a laissé des cases libres, et il a prédit les caractéristiques de l'élément qui devait y avoir dans ces cases libres. Et la chimie s'est bien portée à l'époque, puisque ça, c'était en 1869 qu'il a publié son article. Et en 1875, il y a M. Lecoq de Bois-Baudran, un Français, qui a identifié un élément qu'il a appelé à suite le gallium, qui était exactement à la place où Mendeleïev avait prévu ce qu'il appelait l'éca-aluminium. Et cette... mais ça ne va pas là. Bon, vous voyez la flèche là. L'élément l'éca-aluminium et cet élément qu'il a appelé le gallium avait exactement les propriétés prédites par Mendeleïev.
Donc ça a donné vraiment un gros succès à sa classification. Ensuite, en 1879, on a de la même façon trouvé le scandium. Donc ça, c'est un Suédois qui l'a trouvé, puisque ça s'appelle le scandium. J'ai oublié son nom. Et puis ensuite, en 1886, le germanium, qui était l'EK-silicium là-bas à droite. Donc la découverte de ces 3 nouveaux éléments qui avaient exactement les caractéristiques prévues par Mendeleïev, ça a été un grand succès. Au passage, Mendeleïev avait prévu aussi que quelques éléments n'avaient pas les bonnes masses volumiques. Et en fait, il y a des chimistes qui ont refait les mesures de masse volumique et effectivement, ils ont retrouvé des valeurs qui correspondaient mieux à celles que Mendeleïev avait prévues. D'où le succès de sa classification. Alors évidemment, ensuite, la classification de Mendeleïev n'était pas comme celle-ci, puisqu'il n'avait que 65 éléments. Après, on a rajouté des choses. Mendeleïev a vu apparaître les gaz rares de l'air, mais lui, il ne savait pas comment les rajouter dans sa classification, puisque c'est des éléments qui n'ont pas beaucoup de réactions chimiques. Il a aussi connu le début de l'atomistique, mais bon, il n'a pas réintégré ça dans sa classification chimique. La classification chimique qu'on a actuellement, elle date à peu près des années 1950, dans la situation où on la connaît actuellement. Mais ce qu'on sait actuellement, c'est qu'on ne pourra pas rajouter d'éléments dans le tableau, si ce n'est plus loin, à droite, au-delà des éléments 100 et quelques, et tout ça par soit artificiellement, soit de façon radioactive. Alors nous, on n'a pas de gaz rare à vous proposer, mais on a quand même sorti de l'azote liquide, parce que ce n'est pas un gaz rare, mais bon, on en a tout plein autour de nous, et il est quand même dans la même série un petit peu. Et puis du coup, on va vous faire des petits glaçons pour le cocktail après, éventuellement. Je ne suis pas sûre que ça soit très comestible, mais enfin, on va essayer. Et des chips de fleurs. Des chips de fleurs, oui. Donc là, l'azote gazeux qui est liquide à moins 196 degrés, qu'on n'obtient pas solide. Donc on l'a mis depuis longtemps dans le vase Dewar. Le vase Dewar, c'est un vase à double enveloppe pour éviter les échanges thermiques. Ça distille bien. Donc là, on vous fait les glaçons et juste après, on fait les chips. Vous êtes prêts? Ça va les enfants? Donc là, les glaçons. Vous les voyez? Et des chips d'orchidée. L'orchidée. Je vais garder la pince. C'est tout ce qu'on a trouvé comme fleurs. Parce que normalement, l'orchidée, ça fait pas de bruit. Vous n'entendez rien, là? Non. Ça fait un peu froid aux doigts, quand même. Il y a une pince quelque part. Ah, j'en ai cassé dedans. Vous entendez? Ben voilà, les chips sont prêtes. On vous attend pour le cocktail, alors. On a une deuxième fleur d'orchidée. C'est tout bon. On va la mettre pour la dégustation, celle-là. Alors on aurait pu mettre par exemple aussi un élastique qui serait devenu tout dur, tout cassant. Tous les objets qu'on met à cette température-là deviennent cassants, évidemment, puisqu'ils sont pratiquement tous en dessous de leur température de solidification. Voilà. Merci. On peut voir qu'on a récupéré de l'argent, là. Oui. Ouais. Où est-ce qu'il est, l'argent? Il est là. Ah oui, il y en a beaucoup. Donc vous pouvez l'hortensia, c'est... voir qu'on a récupéré de l'argent, là. On voit bien que c'est de l'argent, c'est du métal. Oui, vous pouvez vous rapprocher si vous voulez regarder un peu les échantillons obtenus. Avec l'hortensia. L'hortensia, on peut faire des chips aussi. Les chips hortensia. Je vais faire le tour. Donc là, vous voyez. Comme les joints d'argent. Voilà, il n'y en a pas épais, il y en a très peu. Wow. On voit bien que c'est du métal. On va faire des chips hortensia pour les enfants. Regardez la façon éloignée. Et puis là, vous voyez l'iode qui est bien rose. Ça congèle, mais
Les vapeurs qui sont bien Tu le mets dans roses. ta main? Et après, ça se recondense Attention, c'est sur, froid, sur le couvercle. Là, on voit. Tu veux le casser? C'est un joli gaz, une vapeur d'iode. Et ça passe directement de l'état solide à l'état vapeur sans passer par Et l'état il y a liquide. les glaçons, on va les solution sortir. d'iode, Il y a un c'est- petit...